Cette hebdo édition du dimanche 4 octobre 2015. Bonjour à tous et merci d'être sur STV. Réaménagement ministériel, on l'attendait depuis 2013, normal dans son adresse à la nation le 31 décembre de cette année-là. Paul Biya en donnait les signes, mais c'est finalement ce vendredi 2 octobre que le décret numéro 2015-434 portant réaménagement du gouvernement est tombé. Redistribution des cartes alors que 11 ministres font leur radio au gouvernement, 11 autres font leur entrée. Justement, le gouverneur de la région du Littoral, l'ex-gouverneur de la région du Littoral, Joseph Betty-Assomont, désormais ministre délégué à la présidence chargé de la défense et 6 autres ministres changent simplement de portefeuille. Comment comprendre cette nouvelle organisation où ont failli certains membres ou ex-membres du gouvernement pour être chassés du paradis, passez-moi l'expression. Décryptage, analyse, commentaires, c'est à suivre dans un instant. Et puis, coup de théâtre à la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, 3 jours après le scrutin qui a vu porter Tombi Aroko Sidiki à la tête de l'instance fêtière, la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun s'est prononcée sur les affaires introduites par Abdourahmane Amadou. La juridiction supérieure nationale a donné raison au président d'Étoile filante de Garoua dans le recours déposé au lendemain de l'adoption des statuts de la FECAFOOT. Quelle est la suite du process? À quoi s'attendre aujourd'hui lorsqu'on sait que le sieur Abdourahmane promet de ne pas en rester là? Quelles conséquences doivent en découler? Vous l'avez compris, nous parlerons également sport. Avant de commencer, laissez-moi vous présenter le panel qui sera avec nous durant les 90 prochaines minutes. Je commence par vous, Denis Kwebo. Vous êtes rédacteur adjoint au quotidien Le Jour. Bonjour. Bonjour, je suis là comme d'habitude. Peut-être ce jour est particulier parce que on a quand même mis un terme à notre supplice en tant que Camerounais patriote en chassant d'un poste très important une personne qui nous doit une voiture. Donc je suis très content particulièrement aujourd'hui que mes ancêtres soient loués. Merci Denis Kwebo, j'espère que les téléspectateurs partagent également votre joie. Alors, à côté de vous, le docteur Ferdinand Ngor, président de club. Merci d'être avec nous. Bon après-midi. Bon après-midi, bon dimanche et bonjour à tous les panélistes et à tous les téléspectateurs de ST. Alors, de l'autre côté, nous vous présentons le docteur Luison Essomba, enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'université de Douala. Bonjour, docteur. Bonjour, Léla. Permettez-moi de sacrifier rapidement à un rite de convivialité et surtout de civilité à l'endroit des autres éminents panélistes qui sont vraiment sur le plateau. Je voudrais également respectueusement saluer les nombreux téléspectateurs de STV qui nous regardent certainement en ce moment avec beaucoup d'intérêt. J'espère que nous aurons des arguments suffisants pour éclairer leur lanterne. Merci, docteur. Et puis, juste à côté de vous, nous avons Mathieu Nathanaël Njog, rédacteur en chef au quotidien Le Jour. C'est non, Aurore Plus. Bi-hebdomadaire. Bi-hebdomadaire et Aurore Plus. Je vous demande pardon. Bonjour. C'est pas grave. Bonjour, Léla. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, co-panélistes. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est Jean-Robert Wafo, politique engagé au SDF. Bonjour. Bonjour, Madame Léla. Bonjour à tous les téléspectateurs de STV. Merci d'être avec nous. Juste après la transition, nous entrons dans le vif du sujet. Nous n'aurons certainement pas... On vous le disait tout à l'heure, imbroglio juridique à la FECAFOOT en dépit de la décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun qui, en donnant raison à Abdourahmane Amadou, annule la première résolution adoptée lors de la session extraordinaire de l'Assemblée générale du 5 août 2015 portant adoption des statuts. Tombi Aroko Sidiki reste le 16e président de la Fédération camerounaise de football et ce pour les 4 prochaines années. Avant toute chose, je vous propose d'écouter cette petite interview donnée par le président de la CCA, Ahmad Kakamaboum, et puis on se retrouve juste derrière.
la Chambre a pris sa décision. Est-ce que la réalisation va nous permettre d'écouter cette petite interview? Mais je suis intéressé à ces affaires. J'ai donc appelé le rapporteur général de la Chambre pour m'expliquer exactement ce que leur décision entend régler comme problème. Et de ces explications, il apparaît clairement que la première résolution dont il est fait cas ici porte sur l'adoption des statuts de la Fédération camerounaise de football, intervenue le 5 août dernier. Mais ici, précisément, c'est l'article 23 de ces statuts qui pose problème. Et c'est d'ailleurs pour cela que M. Abdourahmane a introduit sa plainte. Donc, la plainte de M. Abdourahmane ne porte pas sur l'ensemble des statuts adoptés par l'Assemblée générale du 5 août, mais c'est spécifiquement l'article 23 qui crée une sorte de doublon, de contradiction, et la Chambre a estimé que cet article devrait être réécrit. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on demande au comité exécutif nouvellement élu de prendre en compte cette situation et de réécrire de manière plus nette, plus claire, cet article 23, qui n'annule en aucune manière les statuts adoptés et qui ont été appliqués pour la mise en place du nouvel exécutif de la Fédération camerounaise de football. On a parlé de première résolution, ça veut dire qu'il y a d'autres résolutions qui se portent à l'adoption d'autres textes, notamment le code électoral. Le code électoral ne faisant pas l'objet de plainte, l'élection ne peut donc pas être annulée. Nous l'avons très bien compris, l'élection ne peut être annulée. Je me tourne tout de suite vers vous, Nathanaël N'Djok. Comment est-ce que vous avez accueilli cette décision? J'ai accueilli cette décision avec beaucoup de satisfaction. Et j'imagine qu'en face, il y avait beaucoup de frayeur. Et parce que, voyez-vous, avant même l'élection du président de la fédération, tous ceux qui étaient dans la dynamique de l'équipe qui a gagné avaient peur de cette décision. Et vous savez que plusieurs fois, on a mis la pression sur Abdourahmane de retirer sa plainte à la FIFA et au TAS et à la CA. Si ces gens n'avaient pas peur que ça aurait des conséquences d'annulation, on n'aurait pas mis la pression sur Abdourahmane. Donc, sur ce plan-là, je veux tout simplement dire que, ma première réaction, c'est la sortie inopinée et incongrue du président du comité de normalisation, parce qu'il faut dire aux téléspectateurs camerounais que le président du comité de normalisation n'est pas le président de la chambre de conciliation et d'arbitrage. La chambre de conciliation et d'arbitrage est une juridiction qui est logée au CNO, SC, parce que le comité national olympique est un peu comme une sorte de régulation des sports, mais ne décide pas sur... Parce que même les acteurs sportifs peuvent attaquer le comité national olympique auprès de cette chambre et gagner. Tout comme les gens ont porté plainte au TAS contre le CIO et ils ont gagné. Donc, cette sortie est incongrue, inopinée et ne se justifie pas. D'abord, elle est en violation des règles de l'olympisme. Il n'a pas à se prononcer. Vous ne verrez jamais, même le président du tribunal d'une juridiction ne peut pas se prononcer sur la décision prise par un de ses juges. Donc, ce que M. Kalkaba Malboum vient de faire prouve tout simplement que M. Kalkaba avait des pressions extérieures pour fausser cette décision et il n'a pas pu. Les juges ont montré toute leur indépendance. Et je veux chuter pour dire que la conséquence de droit, c'est que cette élection est de fait annulée. Tout ce que les gens veulent dire, il faut situer le contexte. L'article 23 dit que dans le processus électoral, on doit prendre compte des corps de métier dans les ligues décentralisées. Or, la loi camerounaise, la loi 2011, dit que dans le processus électoral, dans les ligues décentralisées, on ne doit pas tenir compte des corps de métier. Les corps de métier votent au niveau fédéral. On prend compte au niveau fédéral.
Donc en prenant compte cette loi seulement, le simple fait qu'elle prend compte et elle a été votée. Donc pour la changer, j'entends, il dit que les gens vont changer. Pour qu'elle soit changée, il faut que ceux qui ont légiféré pour l'adopter, c'est eux qui doivent changer. Et comme elle a eu des conséquences dans le processus électoral, elle annule de fait le processus électoral. Si c'était une loi bidon qui n'avait pas son influence sur le processus électoral, on aurait compris. Mais ces tests-là, c'est sur la base des tests qu'on a organisé les élections et c'est sur cet article-là a pesé de tout son poids dans ce processus électoral. La preuve, c'est que à la veille des élections dans les ligues régionales, M. Oona a pris une décision pour dire que on ne va plus voir les corps de métier, on ne va plus les élire directement dans la salle, mais on va les nommer. M. Oona, président du comité de normalisation, ne légifère pas à la place des assemblées. Donc même le président de la République ne peut pas prendre une décision contraire à une loi de la République. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Alors, il faut rentrer à l'Assemblée nationale pour changer une loi. Donc voilà le fond du dossier qu'il faut comprendre. Merci M. Ndiok. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Dr Ferdinand? Cette décision émane de pression extérieure également? Je ne pensais pas qu'après les élections, on arriverait encore autant de passion sur les plateaux parce que l'élection est passée. Je crois qu'il faut déjà... Il y a deux éléments que je voudrais rappeler. Le comité de normalisation, il est dit dans le texte qui le met en place qu'agissant en tant que commission électorale, ces décisions sont sans appel. Donc le recours d'Abdourahmane, ce n'est pas sur une décision de la commission électorale de la FECAFOOT, mais c'est bien sur une résolution de l'Assemblée générale telle que le dit le président. Première chose. La deuxième chose, c'est que cette chambre a sagement manipulé. Du 18, elle a renvoyé au 25. Et quand elle renvoie au premier, elle sait pertinemment que l'élection a lieu le 28 et que la passation a lieu le 30. Cette confusion qu'on sème volontairement dans la tête du public n'est pas bonne. Et nous devons être objectifs. Savoir qu'il y a un processus qui est passé. Ne continuons pas à donner au monde cette image des gens qui se battent pour le football, qui se battent pour un siège. Il y a combien de dirigeants de clubs? Il y a un seul poste de président de la FECAFOOT. Ceci étant, les gens qui veulent œuvrer pour la FECAFOOT, il y a suffisamment de place pour tous les acteurs. Et je dis et je redis que venant d'un rédacteur en chef, prenant position de cette façon, me gêne. Parce qu'il n'a pas déjà lu le texte qui met en place le comité de normalisation, qui est un consensus FIFA gouvernement du État du Cameroun, qui dit que les décisions de la commission, du comité de normalisation en tant que commission électorale sont sans appel. C'est écrit dans le texte. Donc, à partir du moment où on a lu ça, si l'appel ne peut pas être fait à la FECAFOOT pour ce qui concerne les élections, il attaque l'élection maintenant auprès de la CCA. Mais comment voulez-vous que la décision rendue par la commission électorale et du comité de normalisation ne soit pas attaquée et que les élections soient annulées? Je crois qu'il n'est pas bon de désinformer. Laissons cette passion qui veut qu'on dise aux Camerounais ce qu'on pense dans nos cœurs et pas ce que le droit dit. Dans ce jour-là, il y a eu des résolutions qui ont été rendues et le président le précise. La première résolution donne raison à la FECAFOOT, Nathanaël. Vous ne le dites pas. Il y a eu des résolutions qui ont été prises par cette chambre ce jour-là. La première résolution donne raison à la FECAFOOT. La deuxième résolution, et le président du comité national olympique le dit si bien. Aujourd'hui, pour vous, il est mal placé pour le dire. Mais quand hier, il disait que cette décision annule de fait ce qui a été fait, il ne s'est jamais Si. Je ne suis pas l'archiviste de la CRTV, mais si on remonte les 2 années de processus, on verra 3-4 interventions du président du comité national olympique vis-à-vis de ce qui se passe à la FECAFOOT. Donc, il a même dit que si c'était lui, il ferait partie du comité de normalisation. Donc, je crois qu'il faut être à un moment donné conscient qu'il y a un processus qui s'est achevé et qui a reçu l'onction du gouvernement. Je pense que lorsqu'on veut quand même être républicain, tout à l'heure on parlera du réaménagement du gouvernement. Il y a un chef suprême qui a pris une décision sur laquelle
il ne reviendra pas, quels que soient les commentaires que nous pourrions faire sur les différents plateaux. Donc, il y a une décision. Je vais rebondir parce que je crois que sur ce plateau, je suis suffisamment... et les autres vont réagir, mais je voulais dire deux choses. Que vous avez constaté que le docteur Ngor a évité de parler de la décision et de nous amener dans une explication, de supplier le gouvernement, de ceci, de consensus, de ceci. Le problème de fond, il dit que les décisions du comité de normalisation, c'est inattaquable. Non, les décisions de la commission électorale. De la commission électorale. Sont sans appel. C'est écrit dans le texte signé par la FIFA. D'accord, merci docteur. Donc je vous renvoie à ce texte. Attendez, attendez, je veux tout simplement... Ce n'est pas une discussion entre Nathalie. Sinon je ne serais pas venu sur... Je voulais préciser que malgré que cette décision soit inattaquable... Soit sans appel. Soit sans appel. Oui, allez sur le site de l'Africa Foot, vous allez voir qu'on a fait appel aux décisions de la commission électorale et elle s'est saisie et elle a tranché et elle a donné raison aux gens. Le cas de la Ligue régionale du Sud. Donc, je ne veux pas discuter pour elle a été saisie elle-même. Mais si elle est inattaquable, pourquoi elle s'est saisie là, il faut éviter de distraire les gens. Merci Nathalie. Le juriste va nous éclairer. Quand j'ai reçu l'invitation pour ce plateau, c'était pour parler de l'élection de Tombi Aroko Sidiki. C'est bien ça que vous m'avez dit. Et pas de discuter... Non, mais vous n'allez pas imposer votre point de vue. On en parle. Messieurs, on en parle. Mais ici, on parle de droit. Docteur Essomba va nous éclairer sur un point de vue juridique. Docteur, allez-y, vous avez la parole. Merci. Je pense que peut-être je ne la prends pas à défaut. Je dois pouvoir dire que le Cameroun n'est pas un enfer, ce n'est non plus un paradis. Je pense également, à mon humble avis, qu'à un moment donné, il faut taire toutes les revendications et toutes les contestations en réalité qui ramènent notre pays 20 ans en arrière. Par rapport à la question qui se pose, le sieur Abdourahmane Amidou Diallo, qui a un très bon nom, a saisi par 2 requêtes la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Dans la première requête, il était question d'attaquer la désignation des membres, des présidents des assemblées des ligues départementales qui avaient été nommés par le comité de normalisation. Et à ce sujet, il a été débouté. Maintenant, la question, d'ailleurs, ce qui fait querelle et où la question achoppe, c'est bien sûr sa deuxième requête qui porte sur la violation par l'article 23 pardon, de l'adoption du 5 août 2015 de l'Assemblée générale. Et cet article 23 violerait également l'article 12 du statut des fédérations et des assemblées régionales de l'Africa Foot. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet article 24? C'est que le style rédactionnel a causé un problème. Parce qu'on dit la présence des corps de métier parmi les délégués et d'autre part que ces corps de métier doivent être élus. Or, la rédaction de ces 2 alinéas posait effectivement un problème. Donc, Abdourahmane, par la première résolution, a eu raison. On a dit effectivement que l'article 23 avait violé les dispositions de la loi de 2011 et bien entendu celle de l'article 12. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La Chambre de conciliation et d'arbitrage a donné raison pour la première résolution, mais quant à la seconde résolution, le code électoral n'a pas été attaqué. Donc cela veut dire quoi? Le nouvel exécutif qui est mis en place va tout simplement recorriger le style de l'article 23 en écumant, en élaguant les aspects qui rentrent en contrariété avec la loi. Voilà ce qu'il faut dire sur la question. Et aussi, il faut pouvoir préciser que même si nous sommes dans un état de droit, d'ailleurs l'homme n'a de droits que dans une société et cette société n'est stable que parce que l'homme a des droits. Il ne faut pas oublier que l'homme a également des devoirs et des obligations. Son obligation, son devoir serait de se soumettre au respect de la légalité. Donc, moi, j'admire Abdourahmane qui maîtrise très bien les procédures en matière de sport. Mais moi, je dois dire que sur la question, il n'aura pas raison. Il a évoqué l'aspect de ce que plus tard, il pourra attaquer le nouvel exécutif qui est mis en place. Moi, je dois convoquer 2 raisons techniques et scientifiques pour le prouver. 1, Abdourahmane n'aura pas qualité de saisir une juridiction que ce soit parce qu'il n'a pas été le président déçu ou vaincu. Première chose. Et seconde chose, on va lui appliquer le principe du bilan
avantage. Est-ce qu'en enlevant les corps de métiers qui ont élu, cela impacte systématiquement ou fondamentalement sur le résultat? Non, même s'ils étaient 20, on prend les 20, on les remet à M. Attar Robert, ça n'impacte pas sur le résultat. Donc sur ces 2 points, Abdourahmane doit se satisfaire de ce que le pays est un pays de droit et qu'il faut respecter la légalité. Et il faut respecter l'ordre public camerounais. Alors, mais maintenant, est-ce que le président de la CCA était la personne la mieux indiquée pour cette sortie? Jean-Robert Wafo. Qui est Kalkaba Magoum. Est-ce qu'il est président du CCA? Donc, de la CCA? Non, président du comité. Non, mais écoutez, je considère les propos de M. Kalkaba Magoum comme étant des déclarations politiques. Manifestement, on lui a soufflé que le remaniement arrivait et qu'il devait être nommé, je ne sais pas, c'est ministre des Sports, mais mal lui en a pris. Il faut que ce soit clair parce que je suis quand même déçu, je le dis, parce que vous savez, malheureusement, je fais de la politique et ce qu'on me sert sur le plateau, c'est pas ce que je regarde souvent, je regarde ce qui est un peu en bas. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, alors que la Chambre de conciliation a mentionné clairement le retrait de cet article avec les conséquences de fait. C'était du fait de droit. Avec les conséquences de droit. Quand on dit avec les conséquences de droit, c'est quoi? Ça veut dire que si cet article-là a été déterminant, quel que soit, même pas déterminant, a influencé le processus électoral, ça veut dire que ce processus électoral est annulé. Vraiment, il ne faut pas faire Harvard, il ne faut pas faire Sciences Po, il ne faut pas faire HEC de Paris pour comprendre cela. Il faut, soyons froids. Et quand je dis, quand le docteur a dit que Abdourahmane, il ne peut pas attaquer ça parce qu'il n'a pas été vaincu, mais non, nous sommes dans un grand système qui est le Cameroun. Au Cameroun, de la fédération. Il n'a pas de qualité. J'ai dit au Cameroun, je vous dis, en tant que membre de la fédération. Non, il n'est pas le candidat. Est-ce que je peux parler? Ce n'est pas les candidats vaincus qui parlent. Est-ce que je peux parler? Monsieur Diop, docteur Essomba, depuis que ces procédures prospèrent, il parle sur la question avec beaucoup d'autorité. Docteur Essomba, monsieur Nathanaël Diop, Jean-Robert Wafo a la parole et on l'écoute. Il est membre de la fédération. Monsieur Diop, Jean-Robert Wafo a la parole et on l'écoute. Jean-Robert Wafo, continuez. Il me souvient tout simplement que dans les textes de ce pays, en ce qui concerne dans les élections politiques, si on peut dire ainsi, même le simple électeur peut attaquer une élection alors qu'il n'est pas candidat. Et si vous êtes uniquement électeur, vous pouvez attaquer une élection, c'est clair. Donc, je vous dis, bon, est-ce qu'Abdourahmane également n'a pas intérêt et qualité en tant que président de... Non, mais écoutez, intérêt et qualité pour moi je dis, quand on veut rédiger un texte, et j'ai appelé ces agrégés-là, je suis oublié donc de le dire, ces agrégés métaphysiques du football. Vraiment, ils font dans la métaphysique. Parce que ce qu'ils enseignent aux étudiants, c'est pas ce qu'eux-mêmes ils viennent pratiquer. C'est un peu comme si on faisait une loi sans tenir compte de la Constitution de la République. Vous comprenez? S'il y a une loi qui viole, n'est-ce pas, la Constitution de la République, cette loi est déclarée, c'est-à-dire qu'elle est nulle et de nul effet. Et ça pose la question, et tout ça c'est arrangé par le système en place, il faut que vous le dise clairement. Nous avons plein de lois dans ce pays qui violent la Constitution, mais maintenant vous allez attaquer ça où? Il n'y a pas de conseil constitutionnel. Bon voilà, donc je dis, ça vaut la peine de reprendre. Parce que quand on regarde même la mascarade, quelqu'un ne se fait pas élire par ses propres colistiers. Il y a des colistiers qui ne savent même pas écrire le nom de celui qui est à la tête de Attar Robert. Ils ne savent pas écrire le nom. Ils écrivent... Non mais écoutez, il faut que ça cesse. On a mis beaucoup de moyens là-dessus. Le football appartient à tous les Camerounais, sont tous copropriétaires de ce pays. Une clique ne va pas venir prendre en otage cela. Et moi je pense pour ma part que le droit est têtu. S'il y a eu violation, n'est-ce pas, des textes, il faut reprendre. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit tolérer, n'est-ce pas, la moindre violation des textes. Si on est dans un état de droit comme on entend, il faut, et puis en plus le coût de ce processus. Mais écoutez, dans un pays où la misère rampante et galopante, qu'on nous dise qu'on a engagé dans les élections à 700 millions de francs CFA. Merci, monsieur Wafo. Je me demande pourquoi ce que la CONAC attend pour participer à là. Merci, monsieur Wafo. Alors, on le sait, la FECAFOOT a besoin qu'on lui insuffle un souffle nouveau. Mais, Denis Kwebo, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on peut parler d'un véritable nouveau départ lorsqu'on sait que Tombi Aroko est quand même un produit de l'ancien système qui a été secrétaire général sous Iya Mohamed pendant 5 ans? Bon, là, il faut que je dise aussi que l'ensemble du personnel sportif en conflit à la FECAFOOT fait partie du système FECAFOOT. Tout l'ensemble de ce personnel, c'est-à-dire que ce soit ceux qui sont avec Tombi Aroko ou ceux qui sont contre Tombi Aroko, c'est du personnel
connu dans le milieu du foot. Moi, je voulais d'abord dire quelque chose sur ce qui s'est passé avec cette décision. Rapidement alors. Voilà, pour dire que je ne suis pas juriste, mais il faut que dans les dispositifs, on ait clairement les conséquences qu'emporte une décision. Et je pense que si le processus à Africa Foot devait reprendre du fait de la décision qui a été rendue, ça devait être clairement indiqué dans cette décision-là, parce que l'interprétation, c'est comme tout ce que nous faisons, c'est du commentaire. Le souhait de certaines personnes en conflit avec, en opposition objective avec l'équipe qui a été élue serait qu'on reprenne. Et l'opinion de ceux qui sont avec celui qui a été élu, c'est que l'élection, que les résultats restent en l'état. Et ce n'est que la décision qui a été rendue qui devait indiquer les conséquences. Je dis que cela devait emporter. Et si elle est restée peut-être pas muette, c'est qu'il n'y a pas une conséquence de droit que cela emporte. Sinon, qui est-ce qui va constater aujourd'hui que l'élection qui a à l'Africa Foot, qui a été faite à l'Africa Foot, est nulle et dénulle? Il faut bien que ce n'est pas mon bon vouloir, peut-être ça peut être mon souhait, mais ce n'est pas parce que je le souhaite que ça va se produire ainsi. Et pour que 2 années de perte de temps cessent, je pense qu'il faut renvoyer ces gens de l'Africa Foot et des gens du sport, pas du sport, nous si tous travaillent pour l'intérêt du foot et du sport, ils sauront travailler pour l'intérêt du foot et du sport. S'ils ne travaillent pas pour l'intérêt du football et du sport, tous ceux qui regardent le football et qui aiment le football vont peut-être aviser dans les années à venir. Mais c'est quand même un supplice que subit le peuple camerounais d'apprendre tous les jours que le sujet, n'est-ce pas, focal, ça doit être une affaire de foot. Vous connaissez mon opinion et ma religion sur cette affaire-là. Si c'était intérêt qu'à moi, on ne parlerait jamais, même sur un plateau, on ne parlerait jamais de ces affaires-là. Parce que je crois qu'on a tellement souffert de ça. Les Camerounais ont déjà été suffisamment perdus dans ces batailles qui, en réalité, ne profitent pas au foot. Je suis en mesure de dire qu'aucune des personnes se battant à l'Africa Foot, que ce soit ceux qui ont gagné ou ceux qui aspirent à cette place-là, personne de ces groupes-là ne pense véritablement à l'intérêt général du football. On ne l'a jamais vu. Moi, je suis le football depuis à peu près 1984 et il n'est jamais arrivé qu'il y ait une stabilité dans la façon dont les choses sont conduites à la Fédération camerounaise de football. Donc, tout le monde peut conclure que les mêmes causes produisant les mêmes effets. Tombi a été élu et vraiment par acclamation. Je suis sûr que dans 2 ans, parfois les gens qui l'ont élu vont recommencer, vont rejoindre. Les alliances dans le football au Cameroun, ça va souvent trop vite. Trop vite. Et ce qui fait penser que ce n'est pas pour l'intérêt du foot et du sport. Donc, je pense, pour moi, c'est un incident clos. Et on devait peut-être attendre de voir plus tard. D'accord. Alors, docteur Ferdinand Ngom, j'aimerais savoir quelle capitale confiance est-ce qu'on peut accorder au programme de Tombi Aroko lorsqu'on sait que les problèmes qu'il veut pouvoir résoudre aujourd'hui ne datent pas d'hier? Disons qu'il y a 2 groupes de personnes. Il y a ceux qui sont les acteurs directs du football, qui savent ce qu'ils attendent de cette élection. Je me réjouis de la déclaration que mon voisin de faire, parce que après 2 années, oui, merci. Depuis 2 ans, le football ne se joue pas, notamment dans le littoral, parce qu'on en est arrivé parfois à la barbarie, aux dirigeants de clubs qui entrent sur le terrain pour empêcher aux gens de jouer. Savez-vous que c'est que le week-end dernier que le championnat régional du littoral a repris. Le championnat départemental du Vouri reprend demain. On doit suspendre. Oui, c'est très beau de dire que suspendre parce qu'on n'a pas d'intérêt. Mais moi, j'ai 5 catégories de joueurs. Ça veut dire que des enfants qui s'entraînent, qui usent les ballons, qui usent les maillots, les salaires qui sont payés, et pour rien du tout. Mais pendant ce temps, celui qui n'est pas acteur direct dit annuler. Pourquoi on recommence? On recommence quoi? 2 ans, c'est le temps qu'il faut pour... Excusez-moi, je parle comme acteur de football et comme je parle football là. 2 ans, c'est le temps qu'on met dans une catégorie comme celle des cadets. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont traversé la catégorie de cadets au Cameroun à cause des batailles, qui n'ont pas livré un match dans leur catégorie. Mais tout le monde dit arrêtons pour recommencer, pour refaire le football. Est-ce qu'on va rattraper l'âge de ces gens? Non, on ne va pas rattraper. Est-ce qu'on va rattraper les dépenses effectuées par les présidents de clubs, par ceux-là même qui sont les véritables acteurs? Parce que, excusez-moi, mais le football,
c'est un suffrage universel indirect. Pour y être électeur, il faut déjà être membre de cette assemblée. Les campagnes sur les télés, c'est dépassé. Nous ferons les campagnes sur les télés 10 ans. Ce n'est pas le public, ce n'est pas la population générale qui vote. Les électeurs savent qu'ils doivent voter et pourquoi ils doivent le voter. Je suis désolé que moi, j'ai un club, je sais la vision que porte Tombi. Je vais aller plus loin. Le 23 février 2013, nous avons organisé à Douala les États généraux du football dans la région du littoral pour faire le point de tous les problèmes du football dans la région. Étaient conviés tous les acteurs du football de tous les départements de la région du littoral. Nous avons posé un diagnostic. Et à cette réunion qui s'est tenue à la salle de fête d'Aqua, le président Tombi, en tant que membre de la mutuelle, était présent. Deuxième chose, ce n'est pas Tombi qui décide d'être candidat. Il vous souvient, pour ceux qui disent sur le football, que c'est la mutuelle qui a fait un appel de Douala pour demander à Tombi Aroko de se présenter comme candidat. Sauf que là, on dévie, on parle du programme. Oui, on parle du programme. Là, on a dévié, vous avez dévié de la question là déjà. Oui, oui. Mais monsieur... Oui. Non, on parle du programme. On parle du programme là. On parle du programme. Là, vous revenez à l'élection. On parle du programme de Tombi Aroko. J'apporte les éléments de compréhension. Comment est-ce qu'on peut faire confiance à Tombi? Comment est-ce qu'on peut faire confiance? Qui peut faire confiance à Tombi? Les acteurs du football camerounais. Mais les actes qu'il pose depuis qu'il est là, tout le monde sait un pan. C'est un produit de l'ancien système. Oui, un produit de l'ancien système. Est-ce qu'il y aura un nouveau système? Qui est de l'autre côté, qui n'a pas été dans le système d'une façon ou d'une autre? Qui sera nouveau? Et que j'ai rencontré sur ce plateau a été vice-président de l'Africa Foot, sous IA, avec toute la confiance de IA. Qui est-ce qu'on trouvera en face qui n'a pas été dans le système, qui dira je suis un homme nouveau du système? Que cette personne lève le doigt. Donc, maintenant, vous me posez... Tout le monde est dans le système. À un moment donné, il y a eu des batailles rangées pour gouverner la maison. Mais tout le monde est dans le système. Tout le monde, TOUT, est dans le système. Et je le dis. Je parle sous le contrôle de Denis. Donc, toute personne ne peut dire aujourd'hui je suis un homme nouveau, j'apporte du nouveau. Tout le monde est dans le système. Sinon, il n'est pas dans le football. Sinon, il n'est pas camerounais. Et je dis que depuis 2 jours, nous suivons les décisions qui sont prises. Il y a la coordination générale des équipes nationales qui est suspendue. C'est quand même un acte fort, personne n'en parle. Il y a un avis d'appel d'offres international qui est lancé pour le recrutement d'un secrétaire général. Il y a la main tendue de Tombi à tous les acteurs du football pour venir apporter leurs expertises, non sur les plateaux, non à la radio, mais dans la maison Fecafoot pour bâtir quelque chose. Que toutes les idées fédèrent maintenant pour arriver à bâtir un football. C'est le discours de Tombi. Personne n'est allé lui dire que voilà mon programme qui a été rejeté. Vraiment, l'élection est passée. Malgré l'amertume que les uns et les autres ont dans le cœur, monsieur, c'est un homme politique. Il sait très bien que ce soit les municipales, que ce soit les législatives, que ce soit les présidentielles, après ça, il y a les revendications, il y a le remous, il y a l'amertume. Merci. Mais on avance. Merci, docteur. Merci, docteur. On avance. Alors, justement, vous voulez dire un mot, Jean-Robert Ouapo, par rapport pour la plupart, c'est des... On parle du programme. On parle du programme. Pour la plupart, c'est des produits du système. Et c'est clair, je vais un peu plus loin. Pratiquement tous sont des militants du RDPC, donc du parti État. Donc, ils sont en train de se faire bouffer comme des crabes là-bas dedans. Mais je vais dire, quand on dit qu'on ne fait pas la campagne dans les médias, bon, je suis d'accord, parce qu'il faut tenir compte du corps électoral. Mais sauf que Blatt également avait gagné les élections à la FIFA. N'est-ce pas? Le corps électoral l'avait plébiscité pratiquement. Mais qu'est-ce qui est arrivé après? C'est la pression médiatique qui a fait que Blatt jette l'éponge. Bon, c'est clair qu'il n'est pas directement parti, mais tout au moins, il a promis donc de partir. Mais vous comprenez? Et on ne peut pas reprocher à quelqu'un, même s'il appartenait pas le passé à la mafia, pour peu qu'il ait subitement un éveil et qu'il se rende compte que, bon, ok, écoutez, je vais étaler cette mafia. Mais nous qui sommes de l'autre côté, qui n'appartenons pas à cette mafia et qui sommes majoritaires, nous ne pouvons qu'applaudir dès demain. Voilà donc ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il se trouve que Abdourahmane seul a pu contrarier de façon significative ou c'est 4 ou 5 agrégés. 5 agrégés de droit. Mais comment vous pouvez imaginer cela? C'est-à-dire des gens qui, soit ils sont de mauvaise foi,
soit tout simplement, ils ont été intéressés. D'ailleurs, j'ai même entendu le président du comité de normalisation, je crois que c'est en décembre, dit que Tombio Aroko était un don de Dieu. Dans un pays normal. Dans un pays normal. Il démissionnerait. Mais comme on n'a pas la culture de la démission ici, il a continué. Et j'ai envie de dire, de poser la question, tout ça pour ça. Tout ça pour reconduire les mêmes. Une autre façon de dire que son programme ne vous convainc pas. Mais écoutez, il va changer quoi? Il va changer quoi? Il a fait des promesses à ceux qui... Je vous en prie. Il a fait des promesses à ceux qui l'ont élu. Il savait très bien que pour se faire élire, il fallait qu'il fasse des promesses faramineuses. Et ceux-là, aujourd'hui... Et je vais vous dire une chose. Je suis quand même surpris parce qu'il y en a dans l'équipe de Tombio Aroko qui font l'objet d'une poursuite, je crois, qui ont été... comment je peux dire qui font l'objet d'une plainte au niveau de la cour d'appel du centre. Il y en a parmi eux. Mais qu'est-ce qu'on fait? Merci, merci Jean-Robert. Merci Jean-Robert. Le football, je vais donc chuter en disant, Leïla, vous allez comprendre pourquoi. Je vais chuter donc en disant ceci. Je vais chuter, vous allez comprendre pourquoi. Le football est le seul élément fédérateur qui nous reste encore dans ce pays. De grâce, foutez-nous la paix. Merci Jean-Robert Wafo. Alors, quelle est l'urgence, Nathalie Ndiok, lorsqu'on parle de football aujourd'hui? Quelle est l'urgence au Cameroun? L'urgence au Cameroun aujourd'hui, c'est de mettre une fédération sur pied. Une fédération qui respecte le droit, qui respecte l'éthique et qui respecte les valeurs du sport. Si on continue à bricoler, on ne met pas. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de mettre, d'aller vers un non-droit. Et moi, je sors de Yaoundé. J'étais à Yaoundé hier. Dans le camp des gagnants, ils sont convaincus que les procédures, il y a plein de procédures, ils ont fait le forcing pour organiser une élection parce qu'ils ont dit, dans ce pays, c'est comme ça que ça marche. Madame Toutoumona a fait 9 ans ministre de la Culture en refusant de respecter les décisions même de la Cour suprême. Et ça a fonctionné. Et ils sont, depuis la veille de leur élection, le lendemain, ils travaillent à ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut que tout recommence à zéro, parce que si on va là, on va vers un non-droit. Je vais vous dire, il faut bien comprendre, l'élection... Ça veut dire que si tout ne recommence pas à zéro, les acteurs en face... Si on ne recommence pas à zéro, Monsieur Tombio Aroko... Il a quand même tendu la main avec ce Monsieur Tombio Aroko, qui n'est pas... Ce n'est pas Tombio Aroko qui a un problème entre sa personne. Mais Tombio Aroko a montré qu'il manque... Il n'est pas un homme de part, il n'a pas de conviction. Parce que Tombio Aroko est candidat depuis. Il est allé avec des personnes pour gagner. Enfin, en mi-parcours, à la veille des élections, on dit qu'il y a eu un consensus. On l'a obligé de faire une alliance contre nature. Des gens que lui-même, il a fait radier à la Africafoot. Des gens qu'il a fait suspendre. Des gens que lui-même il n'en voulait pas. Et donc son parrain, son président, son mentor, Mohamed, s'est séparé. Il est allé faire des alliances avec eux. C'est pour dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont reconstitué une oligarchie qui a tué le football. Et leur discours, c'est quoi? Ce que j'entends aujourd'hui, c'est que le football va mal et on va le soigner. Mais des gens qui ont tué le football depuis 15 ans disent qu'ils vont soigner le football. C'est le cas d'accord, alors, docteur Essomba, nous allons faire le football, il va mal. Le football va mal. Vous reconnaissez que le football va mal et vous avez à tuer le football. Monsieur Diop, merci. Alors, docteur Essomba, est-ce qu'on peut justement espérer que le consensus qui a été mis sur pied le temps de cette élection perdure résiste à l'épreuve du temps? Moi, je pense qu'il faut pouvoir... pour vous répondre directement et donner suite à votre question, que pour la bonne marche et pour l'intérêt du football camerounais, ce n'est pas toujours très mal d'aller dans le consensus. On l'a toujours évoqué même en matière électorale. Ça veut dire que les partis les plus fortes, ou du moins la majorité, doivent toujours tenir compte de la minorité, et de là, on va vers un consensus. Donc moi, je pense en réalité qu'il n'y aura pas un problème. Et j'ai voulu répondre à une des questions que vous avez posées à monsieur le docteur, pour dire en réalité que, vous savez, fût-il ayant appartenu à un ancien système, ça ne veut pas dire qu'il sera le piètre président qu'il soit. Moi, je pense en réalité que, d'ailleurs, vous avez vu, si on se remet dans cette théorie, on ne va pas admettre le cas, par exemple, du fils de Omar Bongo, qui est Ali Bongo, je dis, qui fait plus que son père.
Vous avez vu, on a voulu exclure la liste de l'épouse de Diendéré et le parrain de son mariage. Il a commis le coup d'État le plus bête. Donc il ne faut pas exclure les gens et faire faire des développements tentaculaires sur les uns et les autres. Moi, je pense en réalité que Tombie Aroko a été élu et je pense, pour ma part, que les riches qualités qui sont propres à ce monsieur, il a une riche expérience de football, il a été secrétaire général de cette structure. Je pense clairement que Tombie Aroko aura les moyens pour pouvoir conduire ce football dans la paix et surtout que depuis un bon bout de temps, le Cameroun ne s'était plus arrogé les victoires qu'on lui connaît. Donc moi je pense qu'il faut laisser faire juger le maçon au pied du mur que de le juger avant qu'il n'y soit. D'accord. De toutes les façons, les dés sont jetés et puis seul l'avenir nous dira. Transition et on passe directement au deuxième sujet. Alors, on n'aura certainement pas de transition. On va passer au second sujet de cet après-midi. On parle, bien sûr, c'est notre plat de résistance, réaménagement ministériel. Ce vendredi, alors qu'on ne s'y attendait presque plus, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a procédé à une réorganisation de l'équipe qui conduira le pays vers les grandes réalisations. Alors, lorsqu'on sait que depuis décembre 2013, il annonçait déjà les couleurs. Jean-Robert Wafo, j'ai envie de vous demander, pourquoi avoir attendu 2 années de plus? Oui, mais le président de la République seul sait pourquoi il a attendu 2 années de plus. Ce qu'il faut dire de ce réaménagement, parce qu'il s'agit d'un petit jeu de chaises musicales à l'intérieur du RDPC sans sonorité palpable. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que la montagne a accouché. Ceux qui scrutaient, n'est-ce pas, et tout dit. Depuis décembre 2013, précisément le 31 décembre 2013, où il a fait une adresse à la nation, ceux-là, je suis surpris qu'ils soient surpris. Parce qu'une chose est claire, il ne faut pas rêver. Le président de la République est resté fidèle à ses habitudes, que sont le vice, le cynisme et la manipulation. Ça, c'est clair. Tout d'abord, la première remarque, c'est quoi? C'est que le président de la République a refusé, n'est-ce pas, de réduire la taille pléthorique de son gouvernement, tout simplement parce qu'il ne voulait pas être contrarié par rapport à sa fameuse méthode de gestion des ressources humaines de la République, qui est axée sur quoi? Sur une théorie coloniale et oujoulatiste que sont les macro-équilibres régionaux et les micro-dosages ethniques. Regardez ceux qui partent et ceux qui entrent. Vous verrez par exemple Henri Ehebe ici, qui remplace l'autre là, ici, mais à l'agriculture. Ça, c'est poste pour poste. Vous voyez, par exemple, Amba Salah, ça, c'est pas poste pour poste, ça, c'est également au niveau donc, de la région, plutôt. Amba Salah, qui est débouté, et Betty Assomo, qui arrive à un autre poste. Vous verrez, comment on l'appelle là, Bapes qui part, et c'est Galé Dibé qui arrive. Bon, voilà, c'est un peu ça. C'est les macro-équilibres régionaux et les micro-dosages ethniques qui ont conduit à cela. C'est une méthode coloniale connue. 2. Le président de la République a tout de même fait une prime à la malgouvernance. Parce que quand on regarde ce décret, monsieur Aïna Ouandja, qui a été directeur de l'IUT ici à Douala, a été tout de même épinglé par le contrôle de discipline budgétaire et financière dans le cadre de la gestion de l'université de Douala. Alors, mais on l'avait mis en débat pour un montant de près de 96 millions de francs CFA, que le président de la République vienne maintenant le nommer, n'est-ce pas, comme ministre délégué auprès du ministre des Travaux publics en charge des routes. Je dis, ça pose problème. On a envie de se dire que le président de la République, manifestement, a décidé de fragiliser, n'est-ce pas, le contrôle de discipline budgétaire et financière de l'État. 2, 3. Le président de la République, c'est clair, les grands ministères sont occupés par les mêmes. Les gros cadres du RDPC ainsi que les alliés, n'est-ce pas, du RDPC sont restés au pouvoir. Et puis, il faut aussi comprendre une chose. Ça, c'est pour chuter en espérant reprendre la parole. Le président de la République a quand même une dérive identitaire au niveau de la sécurité. Parce que tous ceux qui occupent dans les postes de responsabilité aujourd'hui, au niveau de la défense de la sécurité du territoire, appartiennent pratiquement tous à la même aire géographique. Ça pose la question de savoir s'il n'y a que dans cette aire géographique qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, des Camerounais, même si c'est dans le RDPC à même, n'est-ce pas, d'occuper ces postes. Donc je dis, pour ma part,
la montée à côté d'échouer. Ceux qui ont été nommés ceux qui ont été cooptés l'ont été pour échouer, parce qu'on n'attend rien du tout du fait que quand vous regardez notre pays, il y a un hyper-présidentialisme qui ne dit pas son nom. On assiste permanemment à une dérive monarchique des institutions. Le président de la République agit sur tout, agit sur l'Assemblée nationale, agit sur les ministres, agit sur tout. Et tous ces gens-là attendent. La preuve, c'est que tous vont continuer à dire sur haute instruction du chef de l'État. Merci, monsieur Ouafo. Alors, Denis Kwebo, lorsqu'on se souvient du discours de 2013 et de comment le président de la République décriait les manquements de son gouvernement, on se serait plus attendu à un remaniement ou à un réaménagement? Oui, je crois que nous n'allons pas aider le président à faire son gouvernement. Parce que là, on a l'impression que c'est une partie seulement du gouvernement qui était concernée. Ceux qui sont partis. Si j'allais donner un jugement très personnel sur le réaménagement qui a été fait, d'abord, je ne suis pas d'accord avec M. Ouafo qu'il s'agit d'un petit réaménagement. Il s'agit d'un réaménagement très important qui ressemble même à un remaniement ministériel si on avait touché le Premier ministre. Ce réaménagement-là est, de mon point de vue, très important. Et le président a touché au moins au point névralgique du désordre qui régnait dans son équipe. Si on regarde agriculture, si on regarde les services du Premier ministre ou encore le ministère de la Défense qui avait carrément livré le régime à la vindicte de ceux qui le soutiennent le plus, je veux dire les militaires. Donc quand on enlève Ahmad Toumouna de son poste, lorsqu'on enlève M. Moutazé de là où il était, ou qu'on fasse partie Edgar Alain Ebengo qui avait toutes les allures présidentielles, je crois que le président a beaucoup osé. Il a beaucoup osé, et lorsque je suis dans la rue, je me rends compte que, en réalité, si le président avait été un peu plus stratège que ça, il aurait enlevé un seul ministre, c'est-à-dire M. Bengor, parce que c'est lui qui cristallisait toutes les critiques envers le système, parce qu'il les représentait au plus haut sommet cette arrogance dont les gens du RDPC ont seul le génie. Par contre, je vais quand même titiller Jean Ouafo, qui est ministre du Shadow Cabinet du STF, pour dire que le RDPC et BIA font ce qu'ils ont partagé le plus avec les autres partis. Parce que si vous regardez le dispositif du chairman Frundi, président du SDF, c'est un dispositif qui est exactement celui de BIA au niveau de son cercle des fidèles. Lorsque le président de la République décide de recevoir officiellement John Frundi à Yaoundé, à la rencontre, Frundi y est allé uniquement avec les anglophones, alors que dans la hiérarchie du SDF, il y avait autre personne pour aller. Donc, Frundi se fait entourer dans son cercle de carré, même au poste les plus importants du SDF, par les gens de sa sphère, soit linguistique ou ethnique. Et donc, c'est un calcul partagé par tous les anciens et tous les fils de Djoula. Donc, je suis d'accord avec lui dans cette analyse-là, pour dire qu'il faut l'étendre à tous les partis qui sont les partis odulatistes comme le RDPC et les autres. Je dis quand on regarde la configuration du cercle de carré de Frundi, c'est exactement comme le cercle de carré. Maintenant, ça, c'est juste pour une seconde, Denis Kwebo. Quand le chairman John Frundi va au palais de l'unité, d'abord c'est normal. Il dit le jour où il a été reçu pour la première fois. Oui, pour la première fois, je peux vous dire par exemple une chose. Il était question qu'il aille par exemple que dans sa délégation, il y a l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui malheureusement était une parenthèse. Je dis ce qu'on a vu, ce que tout le monde a vu. Oui, je crois que c'est pas le sujet à l'ordre du jour. Non, mais parce que on est en train de faire une lecture, on se dit que si c'était un autre président de la République, les choses étaient différentes, mais je dis sur la base des faits que lorsque le chairman du SDF, le premier parti d'opposition au Cameroun, devait rencontrer le président Biya, il est allé avec son cercle de carré dans la langue et dans l'ethnie. Et c'est eux qui étaient rencontrés. Tout le monde a vu à l'intérieur. Maintenant, puis en plus, on parle de la République. Non, mais on parle de la République, oui, bien sûr. Et y compris des gens. Quand on est le président du principal parti de l'opposition au Cameroun, on ne peut pas être en dehors de la République. Et le SDF est peut-être mieux placé
que quiconque pour remplacer. D'accord. Malheureusement, il a eu une urgence, n'est-ce pas, à Paris. Il aurait pu être remplacé par un autre militant vivant au Cameroun. Maintenant, donc en fait, les reproches du SDF ne sont pas fondés. On continue. Non, c'est pas fondé. Non, je dis que le SDF n'est pas différent du DPC en la matière. Voilà. Maintenant, je dis que je ne suis pas militant du RDPC. Et je ne pense pas que même un accident de l'histoire pourrait faire un jour que je sois militant, même sympathisant du RDPC. Et aussi en personne objective et en journaliste, je pense qu'il ne me revient pas à moi de fixer le cap. Et c'est la tendance générale au Cameroun à vouloir que on dit tous de jour qu'on est opposé au président de la République. On est tous opposés au système, mais tout le monde veut que le système fonctionne selon notre désirata. Et ce n'est pas du tout possible. Et ce n'est pas au sommet de sa longévité au pouvoir qu'on attend du président Biya qu'il vienne changer. C'est comme ça que ça a fonctionné avec Aïdjo, c'est comme ça que ça fonctionne avec Biya, c'est comme ça que ça fonctionnera avec tous les enfants de Djoula. Si ça change véritablement, naturellement, ce ne sera plus le même sujet. En 30 secondes, tout à l'heure, il disait que encore plus subjectivement. Spécialiste des questions de défense et de sécurité. Oui, oui, j'ai dit, maintenant, tout le bien qui a été fait dans ce gouvernement, c'est d'envoyer chez les militaires une personne qui a l'humilité nécessaire pour écouter, qui a l'humilité nécessaire pour rester dans le cadre administratif et politique qu'il est fixé à travers cette mission, et laisser, comme le chef d'État, avant ces remaniements, il y a eu un certain nombre de créations au grade de généraux où le président, comme les Camerounais demandaient depuis, a confié la guerre aux militaires. Il y a de cela quelques temps, vous voyez le ministre de la Défense qui a été enlevé, il passait tout le temps à la télévision avec beaucoup de caméras, il parlait au nom des opérationnels, et derrière lui, il y avait le chef d'état-major qui regardait comme s'il était complètement perdu. Aujourd'hui, je suis convaincu que le nouveau ministre de la Défense qui est là ne va pas se confondre à un militaire. Je suis convaincu, je sais. Alors, docteur Essomba. Pour l'instant, je crois qu'il va laisser les opérations aux militaires. J'en suis convaincu. Je sais pourquoi je Merci Lady Kobo. Docteur Essomba, alors, Edgar Alain Mebengo qui part de la Défense, vous avez été surpris? Je voudrais, avant de réagir directement à votre question, dévoiler quand même le commentaire que je fais sur ce réaménagement. Vous savez, c'est un peu un accouchement douloureux, sans nul doute. Douloureux quand même, mais à coup sûr, il est tombé. C'est vrai qu'on aurait souhaité qu'au lendemain du double scrutin sénatorial et à la députation, que le président de la République, c'est vrai que la Constitution ne lui impose pas une opportunité de nomination en termes temporaires, mais on aurait quand même souhaité, sur le plan politique, que le gouvernement puisse requérir la confiance du Parlement nouvellement installé, mais ça n'a pas été fait. Mais ça intervient 2 ans plus tard, c'est justement preuve de ce que le président de la République est le maître du jeu politique. Et au-delà de cela, il est le juge de l'opportunité de nomination, ce qui fait donc de lui la clé de voûte des institutions. Et vous comprenez qu'à partir de là, il a véritablement déjoué tous les pronostics qui étaient annoncés de manière frénétique et à grande pompe dans les journaux de la place. Je voudrais aussi, à la suite de ce remaniement, dire ceci, que le président de la République a restauré l'autorité du Premier ministre, qui chaque fois avait été bafoué par des ministres qui ont fait preuve d'une subordination manifeste. Et surtout, vous parlez du ministre de la Culture notamment. Surtout d'un irrespect de la hiérarchie primo-ministérielle, je pense à Matou Toumouna et Simimeni. Et aussi ce réaménagement marque l'histoire, parce que vous savez en réalité que le vendredi, jour de la semaine, devient un jour désormais historique qui effraie, parce que tous les soirs, désormais, les vendredis, quand on se rappelle de 2009, le réaménagement avait eu lieu un vendredi, en 2011, un vendredi, et en 2015, un vendredi. Donc le vendredi devient un jour historique de la semaine. Et au-delà de cela, je pense qu'il s'agit d'un réaménagement sanction. Sanction, pourquoi? Parce que le président de la République a sérieusement touché les ministères à problème. Prenons le ministère de la Défense. Vous vous souvenez avec moi que Mebengo a de manière fracassante géré
la MINUSCA, le retour de l'armée de la MINUSCA. Et vous savez, au Cameroun, c'est la deuxième fois que l'armée se met en branle depuis 1984. Le coup d'État manqué en 1984. Donc, et le président de la République, qui est soucieux justement de la préservation de son pouvoir, n'a pas pu avaler cette couleuvre. Laisser Mebengo gérer de manière lassiste le départ à la rue des militaires. Et on se rend compte que l'autre ministère, c'est le ministère du Sport. Adoum Garoua, flegmatique tel qu'il est, n'a pas pu insuffler une dynamique dans la gestion des affaires du sport. Vous savez à quoi cela nous a mené. Aujourd'hui, vous avez suivi, même sur ce plateau, toutes les émotions qui nous ont animés. Et enfin, réaménagement, sanction, pourquoi? Prenons la culture. Amatou Toumouna, d'ailleurs, l'autre panéliste l'a souligné tout à l'heure, elle a fait preuve. Elle s'est opposée à une décision de la Cour suprême qui est, ma foi, la plus haute juridiction de notre pays. Au-delà de cela, elle est entrée en duel permanent avec le Premier ministre, fut-il son grand frère. Mais c'est une institution de l'État. J'ai du respect pour cette femme. Elle a du charme, elle est angélique, mais elle a des comportements diaboliques. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer qu'une femme de son État puisse se mettre en opposition à une institution aussi centrale que l'État. Et vous savez, elle rougit les yeux devant le Premier ministre. Or, il y a un proverbe chez nous qui dit que la femme ne rougit pas par les yeux, mais elle rougit dans l'entrejambe. Alors, moi, je pense qu'Amatou Toumouna s'est mal comporté. Et au-delà de ça, on se rend compte que le président de la République, dans ce réaménagement, c'est vrai, n'a pas touché son jardin secret, qui ne fait pas partie du gouvernement. On aurait passé au ministre secrétaire général, le président de la République, et bien entendu, le directeur du cabinet civil. Vous savez, dans les deux gouvernements qui étaient faussement annoncés, il était dit qu'il s'en allait. Donc, le président n'a pas touché cela. Et aussi, on se rend compte que le président a concédé les alliances. Belobou Bamagaye est resté. Issa Chirouma est resté, contrairement à ce que développait tout à l'heure Jean-Robert Wafou. Je pense qu'il faut se pencher sur cette question. Alors, j'ai dit les alliés ont été maintenus. Bon, ok, peut-être que, excusez pour la compréhension. Et le président a également pris en compte l'aspect du genre. Vous voyez, il fait rentrer trois femmes en plus, et ça fait donc désormais 5 sur les 2 qui sont restés, c'est-à-dire Madeleine Tchouenté. Oui, Madeleine Tchouenté et bien entendu Katéine Abina. Et enfin, il faut signaler que 11 nouvelles personnes sont rentrées dans le gouvernement. Et bien entendu, ce qui fait donc que le gouvernement désormais au Cameroun, enfin la décision du président de la République de réaménager ce gouvernement fait qu'il a pris une grande décision. Parce qu'en sciences administratives, en effet, il y a 2 types de décisions. Les petites décisions sont celles qui, lorsque le président les prend, il ne reste qu'avec les mêmes acteurs qui le bouleversent sur l'échiquier politique. Or, là, on s'est rendu compte qu'il y a 11 nouvelles personnes qui rentrent. Je crois qu'à mon avis, il s'agit d'une grande décision. Et il faut s'attendre peut-être dans les jours prochains, avant 2018, que le président de la République procède à un autre remaniement ministériel. Ça, c'est la pensée. D'accord. En fait, vous n'avez pas été surpris de voir Edgar Alain Mebengo partir de la défense? Non, vous savez, il y a un autre phénomène très grave. Lors du cinquantenaire, ce monsieur s'est entendu avec les réalisateurs de la CATV. Pendant qu'on filmait le président de la République, dès que l'image partait du président, ça partait sur Alain Mebengo. Et ça a duré pendant pratiquement 15 minutes. Donc il s'est montré très démonstratif aux yeux du chef. Et or, le président n'aime pas les hommes très forts, les hommes très démonstratifs. Il aime des chenilles molles qui l'entourent afin qu'il puisse falloir sa solennité. Alors, Nathanaël N'Djok, est-ce que la grande muette qui parle finalement, est-ce que ça a été la goutte d'eau de trop? La goutte d'eau de trop, je vais tout simplement dire que je ne veux pas jouer à ce jeu-là parce qu'on sait bien que, comme vous avez dit, c'est la grande muette. Et quand la grande muette se met à parler, c'est dangereux. Se met à parler et à manifester, c'est qu'on connaît les sanctions qu'on prend. Si on n'a plus aucune sanction, ça veut tout simplement dire qu'on avait tiré les ficelles dans l'ordre, justement pour un objectif bien défini. Et l'objectif, on l'a vu au final aujourd'hui. Donc, lorsqu'on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Donc, je crois qu'on a voulu justifier le départ de Mebengo du poste de MINDEF parce que c'est quand même un coup d'éclat qu'en pleine guerre, qu'on change le ministre de la Défense. C'est un signal fort, c'est un désaveu fort. On ne peut pas changer le ministère de la Défense en pleine guerre. Si on le change, c'est un désaveu fort. Et moi, je crois qu'on aurait pu changer Mebengo. Et il y a suffisamment de phrases qui le font partie. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'en rajouter en mettant les militaires dans la rue. Alors qu'on sait qu'ils ont des méthodes de revendication et des méthodes qui auraient pu entraîner des sanctions. Et des sanctions, on n'a pas sanctionné, on les a payés. Et des vieillards qui ont plus de 25 ans,
parce qu'ils ont été déflatés, des sociétés d'État ont été molestées, tabassées comme des vulgaires bandits parce qu'ils manifestaient pacifiquement devant le ministère des Finances. Là, on les a menacés, les militaires, personne ne les a pourchassés. Donc, il faut dire que c'est des petites ficelles qu'on tire dans l'homme qu'il ne faut pas. Moi, je voudrais tout simplement dire que, pour moi, ce n'est pas un remaniement ministériel, c'est, comme vous l'avez dit, un réaménagement. Et ce que je retiens, c'est que le président de la République a démontré que, véritablement, il n'est pas fait pour faire évoluer les choses. Il a maintenu le même dispositif. Les gens qui sont entrés pour échouer, sont appelés pour échouer. Ils ont été cooptés pour échouer. Ils ont été cooptés pour échouer. Et tel qu'on a vu le remaniement, lorsqu'on a fait le remaniement, on a vu qu'il a primé la médiocrité et la malgouvernance. Vous pensez que Joseph Betty Assomo n'est pas l'homme de la situation? Mais pourquoi faites une fixation sur ce... Non, M. Betty Assomo, je crois qu'il a réussi. Il parle de primer l'excellence, de primer la médiocrité, je veux savoir. Mais moi, si vous voulez mon sentiment, je pense que... Son travail a quand même été beaucoup salué dans la région. Quel travail? Mais je veux dire tout simplement que je pense, pour l'homme que je connais, il n'est pas bien au ministère de la Défense. Je crois qu'au ministère de la Défense, il faut un homme de poigne. Il faut un homme stratégique. Or, je veux vous dire, M. Mebengo est très pernicieux. Vous savez qu'elle est partie de la DGSN pour le ministère de la Défense. Étant au ministère de la Défense, il pilotait la DGSN. Il a fallu que Mebengo arrive pour dire que cela cesse. Et je ne suis pas sûr. Il a fallu que Bargangele arrive pour que cela cesse. Et Bargangele a dû taper du poing sur la table devant le président de la République. Je ne suis donc pas sûr que, tel qu'on connaît Betty Assomo, je suis sûr que Mebengo risque, depuis le ministère du Transport, encore gérer ce ministère de la Défense. Non, là, je ne suis pas d'accord. C'est mon sentiment. Vous pouvez ne pas être d'accord. Excusez-moi, ça ne rentre pas dans mes habitudes. Mais moi, je pense que le président a joué d'intelligence. Normalement, en réalité, s'il avait éjecté de manière définitive Mebengo du gouvernement, ça allait encore être plus suspect. Moi, je ne veux pas savoir. Maintenant, en réalité, je ne veux pas savoir s'il fallait l'éjecter définitivement. Moi, je dis qu'il y a plein de personnes. D'abord, un remaniement, pourquoi il est fait? Celui-ci arrive, on ne sait pas pourquoi il arrive. Un remaniement, quand il arrive, on sait pourquoi. Mais on l'attendait quand même. Non, on l'attendait parce que... On continue à l'attendre. Depuis janvier 2013. Décembre 2013. Non, depuis janvier 2013. D'abord, depuis qu'il y a eu élection, de double élection législative et municipale, il fallait réaménager pour redistribuer. Il fallait redistribuer les cartes. Un remaniement, c'est pour redistribuer les cartes politiques. Maintenant, si on ne redistribue pas les cartes politiques, c'est qu'on sanctionne le travail de l'équipe gouvernementale. Et M. le Président de la République, dans un discours à la nation, dit que ce gouvernement avait échoué. Et après avoir dit qu'il a échoué, il ne l'a pas remplacé. 2 ans plus tard, vous venez, il vient faire un petit jeu de chaises musicales. Qu'est-ce que vous en pensez, ministre? Ce remaniement, il n'arrive pas en temps opportun. Qu'est-ce que vous en pensez? Et le réaménagement était un réaménagement de choc. Pour la simple raison que... Ah bon? Oui, j'explique pourquoi je dis que... Lui, il est satisfait parce que Mebengo est parti. Bien sûr. C'est tout sa satisfaction, le reste... Non, je dis que... Et c'est en cela que c'est un gouvernement... Il a la parole, monsieur Bebo a la parole, merci. Je crois que j'ai au moins l'avantage de pouvoir expliquer pourquoi je le dis. La liste du gouvernement, à 90%, était dans la presse. Vous l'avez vu, vous avez lu la liste du gouvernement avec les mêmes ministres qui ont été nommés dans la presse. Je dis que c'est un gouvernement de choc. Et même les entrants. Je dis donc, alors vous êtes d'accord avec moi que c'était un réaménagement de choc. Et oui, j'explique pourquoi. Je cite le choc. La liste du gouvernement était dans les journaux pendant au moins une semaine. Avec répétition. Et j'ai mon intime conviction, c'est que ce gouvernement, cette liste du gouvernement a été mise dans la presse par qui on sait. Et souvent, ça a toujours marché. Je dis avec beaucoup de force que cette liste a été mise dans la presse par qui on sait. Et il y avait toujours une emphase sur qui devait être ministre des Transports et qui devait être ministre de la Défense. Et c'est les mêmes noms qui sont revenus. Sur la liste qui est dans la presse, c'est la personne qui est au transport, la personne qui est au ministère de la Défense. Il fallait absolument le faire pour que la personne qui va à la Défense ne vienne pas à la Défense. Et contrairement à ce que vous dites, la seule personne dans le casting, parce qu'il y a un stock de ministres, il ne peut jamais sortir de ce stock.
on connaît son stock. Et dans tout ce stock-là, il n'y a que la personne, M. Bitiasson, qui a été nommé là, qui pouvait tenir. Parce que derrière le personnage flegmatique se cache justement le type de personnage qui peut tenir notre armée. Pourquoi? L'armée camerounaise, non. L'armée camerounaise est l'une des armées les plus efficaces en Afrique au sud du Sahara. Vous avez beaucoup d'armées ici en Afrique noire qui ne sont pas des armées à tir d'impact. C'est des armées. Moi, j'ai été dans d'autres pays où, lorsque vous voyagez en convoi, les militaires tirent des rafales quand ils sont contents. Quand ils ne sont pas contents aussi, ils tirent des rafales. Au Cameroun, on n'a pas connaissance. Même quand on parlait de la marche de Yaoundé, les militaires qui ont marché à Yaoundé se sont comportés comme des civils dans la rue. Ils auraient pu faire autrement, ils ne l'ont pas fait. Donc quand vous êtes dans une armée comme ça, où vous avez une hiérarchie qui est bien connue, même si celui qui était là avait réussi à devenir un chef opérationnel de l'armée, vous avez donc besoin d'un administrateur qui peut aller faire de l'administration pour laisser les militaires faire la guerre. Si vous discutez avec... Aucun ministre n'a fait ça. Si vous discutez avec des militaires dans la rue aujourd'hui... Il y a un ministre de la Défense pour les pays ici alors qu'il est... Non, ils ont le droit, non, tout le monde peut porter les pays. Alors Jean-Robert Wafo, en une minute rapidement, parce qu'il faut passer à autre chose. En une minute rapidement, Jean-Robert Wafo a la parole. Il faut éviter de faire dans l'autoglorification, parce que ce qu'on oublie de dire, c'est quoi? C'est que le chef des armées, c'est le président de la République. Et c'est pour ça que, subrepticement, le président... C'est pour ça que le président Biya, à l'époque, on parlait de ministre des Forces armées, maintenant on parle de ministre délégué auprès de la présidente de la République en charge des Forces armées. Ça a toute sa signification. Bon, ben maintenant que celui-là, qu'on soit en train de donner pratiquement un chèque à blanc à M. Bitiasson, moi je ne l'ai pas connu. Je ne suis même jamais entré dans son bureau. Je vous fais cette confiance. Bon, voilà, mais une chose est sûre, c'est quoi? C'est que j'espère tout simplement qu'on ne va pas attendre une circulaire ou bien un arrêté d'application pour l'installer. Parce que quand il s'est agi, n'est-ce pas, du décret du Premier ministre fixant les modalités de transfert de certaines compétences aux communes, notamment dans la gestion des marchés qui étaient reversés, n'est-ce pas, aux différentes communes, le gouverneur de la région du littoral s'est permis dans un discours devant tout un parterre de personnalités de dire qu'il faut attendre le décret, il faut faire un retour pédalage, parce qu'il faut attendre un arrêté d'application. Et je dis, il ne s'est même pas exprimé là-dessus. Je dis tout simplement que je vais dans son sens. Je dis, ok, on attend après le décret du président de la République un arrêté d'application pour l'installer. Autre chose, je vais dire une chose, ça ne change à rien au quotidien des Camerounais, ce qui s'est passé là. L'activité économique, c'est les mêmes qui sont là. Le travail, c'est le même. Donc, ceux qui sont en charge du travail, de l'emploi, de l'eau, de l'énergie, tout ça, ça ne change. C'est les mêmes qui sont là. Ça ne changera rien. Les Camerounais continueront d'être assénés de façon dure, n'est-ce pas, par la pauvreté, la misère rampante. Et puis je vais également parler de Mbembengo pour rejoindre le docteur, pour dire qu'on sanctionne, on écarte. Est-ce qu'il a été écarté? Pas du tout. Pas du tout. Et l'aspect genre... Mais ça peut être vu comme une sanction. Non, mais écoutez, pourquoi c'est une sanction? Quand on sanctionne, on a vu le président... un cortège de 25 véhicules et toute la garde pétrolière. Vous êtes un spécialiste des questions de défense et de sécurité. Moi, je sais très bien. Mais je dis une chose, c'est quoi? Quand on sanctionne, on dégage la personne. Comme on a eu à dégager, le président de la République en son temps a eu à dégager Conchou, on a dégagé Akame Foumou, même Etekim Boumoua. Joseph Ouna, on dégage. On n'envoie pas notre poste. Mais il est encore là. Il est encore là. L'aspect genre, il y a 7 femmes ministres sur 61, dont c'est moins de 15% de femmes ministres. Alors que l'objectif, on nous clairons tout le temps que... Et 17 gouvernements, et 17 ministères. Autre chose, et je vais chuter là-dessus pour comprendre pourquoi. Ce qui s'est passé dans ce gouvernement, je vais le dire aux Camerounais. Il y a eu un jeu subtil qui s'est passé. Et ça, je vais dire, pour que nos amis journalistes en comprennent. Vous savez, le président de la République a consolidé son axe politico-économique. Et un trio constitué de M. Magua Serafin Fouda, SGPR, Louis-Paul Motazé, et de Magua Serafin Fouda, Louis-Paul Motazé et Gongo, et Ferdinand Gongo. Et la spécificité dedans, c'est quoi? C'est que quand M. Motazé était ministre, parce que lui, c'est la pierre angulaire du système. Quand M. Motazé était ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, M. Motazé s'occupait des grands
projets structurants, ainsi que des budgets d'investissement public. Quand on l'a nommé, quand il a arrêté, n'est-ce pas, tous ces projets structurants, on l'a envoyé à la primature pour qu'il devienne dans la tour de contrôle là-bas. Et quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un comité de pilotage des projets structurants. On a dépouillé, n'est-ce pas, de ce fait, le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, et on a nommé M. Motazé, n'est-ce pas, comme président de comité de pilotage des grands projets structurants. Maintenant que les grands projets structurants sont en train d'être mis sur pied, qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie au MINPAT, au ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire. Pourquoi que c'est pour rien? Non, je vais vous dire pourquoi. On a annoncé un recensement général de la population dans ce pays. Oui, et c'est le MINPAT qui gère le recensement général de la population. Vous comprenez? Donc on le renvoie là-bas pour qu'il verrouille. Parce que quoi? Les chiffres du prochain recensement seront extrêmement déterminants, n'est-ce pas, pour les prochaines élections, que ce soit municipales, présidentielles ou législatives. Municipales et législatives, en ce sens que le découpage électoral, n'est-ce pas, va donc dépendre des chiffres qui seront publiés. Et la présidentielle, parce qu'une ville comme Douala, Madame Leila, fait basculer une élection présidentielle. Savez-vous combien nous sommes aujourd'hui à Douala? Nous sommes officiellement 1 931 000 habitants. Alors que tout le monde s'accorde à dire que Douala a au moins 4 millions d'habitants. Prenez la bataille d'Abidjan, la dernière élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il y avait ce qu'on appelait la bataille d'Abidjan. Parce qu'Abidjan était la ville la plus peuplée. Monsieur Motazé, est-ce qu'il viendra donner la vraie population de Douala, qui est une ville déterminante pour la course finale? Voilà pourquoi est-ce qu'on le ramène là-bas alors qu'on veut annoncer dans le recensement. Est-ce que son prédécesseur aurait donné le vrai chiffre? Et même son prédécesseur, il n'aurait jamais donné le vrai chiffre. Mais sauf qu'on l'envoie verrouillé. Et puis parlant même de son prédécesseur, vraiment on l'a ridiculisé. Il a été nommé ministre des Travaux publics, mais on a nommé sous lui un ministre délégué en charge spécifiquement des routes. Donc je veux vous dire quoi? C'est la pierre angulaire. C'est ce qu'il faut retenir de mon point de vue. Oui. De ce qui s'est passé en dehors, peut-être de ce que... en 30 secondes, M. Wafo. Je dis, le président de la République a posé les pions. Il appartient aux hommes politiques, aux acteurs de la société civile d'être vigilants. Les mouvements qui se sont passés là, c'est-à-dire que l'axe, c'est-à-dire le triangle, je veux dire quoi? Le socle est resté. Et avec un accent particulier sur M. Motazé, qui, à travers le projet structurant qu'il a piloté, n'est-ce pas, est bien connecté, je veux dire scotché aux bailleurs de fonds qui ont exigé, n'est-ce pas, qu'il y ait un recensement général de la population. Voilà ce qui justifie que, pour le moment, que le remaniement manifestement soit sorti maintenant et non pas après ou bien après 2013. Parce qu'on n'avait pas encore décidé de faire le recensement général de la population. Merci M. Wafo. Nous allons passer à autre chose. Je veux savoir, docteur, au vu du contexte sécuritaire, notamment je parle de la lutte à l'extrême nord contre Boko Haram qui engloutit de nombreux fonds, ça on le sait, pire encore avec la chute du cours du baril du pétrole sur le marché international, est-ce qu'on ne se serait pas attendu à une réduction de charges, c'est-à-dire à moins de ministres? Naturellement, vous savez, pour la charge budgétaire de l'État, il était tout à fait idéal que le président de la République puisse quand même circonscrire le nombre de ministères qui me semble assez important, compte tenu justement des enjeux sécuritaires tels que vous le soulignez avec pertinence, auxquels nous faisons face. Donc, c'est un aspect important. Mais moi, j'ai voulu rebondir sur les propos de rapidement, parce que le temps nous tient à la gorge là. Pour dire que il voit, enfin je respecte les propos, la profondeur de l'analyse, mais moi je dis, il perçoit aussi l'affaire au bout du tour de la lorgnette pour pouvoir signifier que le départ de Paul Motazé de la primature vient aussi régler un problème de bicéphalisme qui se faisait déjà, qui était déjà démonstratif parce qu'en réalité, on pensait déjà de manière ferme que Paul Motazé devenait le véritable chef du gouvernement. Donc son exclusion, ou du moins le fait qu'on l'ait enlevé de la primature, moi je pense pour ma part que ce n'est pas forcément pour régler un compte. Non, docteur, j'ai du respect pour ce que vous dites, mais c'est un peu angélique. Parce que qui a remplacé M. Motazé à la primature? Qui l'a remplacé là-bas? C'est Magua Séraphin Fouda, qui était en charge des dossiers économiques de la présidence de la République. Vous pensez, M. Jean-Robert Wafo, qu'avec son prédécesseur, ça aurait été différent? Mais je vous dis, c'est deux. M. Magua Séraphin Fouda est un élément
important et déterminant dans l'architecture du président de la République. Il sort d'où? Il a été secrétaire général. Conseil économique du Conseil économique du chef d'État et secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Donc c'est également une forte tête. Parce que quand même Motazé venait là-bas, comme secrétaire général des services du Premier ministre, il n'avait jamais été secrétaire général à la présidence de la République. Mais celui qu'on envoie là maintenant, au contraire, il vient avec un poids certain. Bagua Séraphin Fouda qui est cette brillant, de par les études qu'il a eu à faire, mais tout au moins il vient avec un poids considérable par rapport à l'époque où Motazé arrivait. Donc je pense pour ma part que le bisphalique, il y aura toujours. Bagua Séraphin Fouda, c'est une forte tête, pas seulement dans les dossiers, mais également, vous pouvez bien imaginer, vous en doutez. C'est un redoutable manœuvre politique. Voilà. Moi, je vous ai dit, c'est... Oui, Nathanaël. Moi, je vous ai dit, c'est un gouvernement programmé pour échouer, tout simplement parce que rien n'a tenu compte de l'excellence, du mérite dans ces nominations. Ce qu'on peut regarder, en plus de ce que vous dites, qui est pertinent dans vos analyses, le docteur et tout le monde sur le plateau, il faut remarquer que ce que moi je conteste, c'est qu'on est encore dans un gouvernement où on tient compte des équilibres, pas régionaux, mais familiaux. Où un frère sort, un autre âne. Suivez mon regard. Où une petite sœur sort pour conforter le grand frère. Et ailleurs, c'est un frère, un grand frère qui sort pour qu'un petit frère... On ne peut pas continuer à gérer un pays comme ça et vouloir avoir de la performance pour un pays qui veut être émergent. On ne peut pas dire, je chute pour 30 secondes. Et on ne peut pas dire que le Premier ministre de Moyen on ne peut pas dire qu'il est conforté. Tout au plus, le président de la République a voulu régler le problème de l'indiscipline gouvernementale. Ce n'est pas qu'il a voulu conforter Philémon. Parce que s'il avait fait partie... Parce que s'il avait fait partie... Philémon Yang avait les indisciplines notoires du gouvernement, on aurait dit le président de la République n'a pas tranché. Monsieur Wafo, au-delà de ce que tu dis, vous avez dit que le président a conforté son sort. Et Koueba dit... Il a un stock de ministres où il puise. Mais sachez qu'il y a alors 2 piliers dans ce gouvernement qui n'ont pas bougé et qui sont des sentinelles de M. Biya et qui connaissent mieux Biya. C'est le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale. Ces deux-là sont les piliers et qui connaissent Biya depuis fort longtemps. Ils ont cheminé ensemble et ceux-là, on ne les bouge pas et ils sont là. Monsieur Denis-Kobo, il n'a pas eu l'habitude de s'exprimer sur la question. D'abord sur la gestion, soi-disant patrimoniale, je dois dire qu'il n'y a aucun ministre du gouvernement Biya qui partage son salaire avec ses petits frères à la maison. Donc c'est illusoire de penser qu'on a enlevé le ministre de non, vous voulez dire qu'il n'y a pas de népotisme. Monsieur Wafon le laisse exprimer. Je dis que quand vous prenez un ministre de l'Agriculture, je n'ai pas appris que dans le village du ministre de l'Agriculture, tout le monde a une plantation désormais. Si vous prenez le ministre de la Défense qui est parti, je n'ai pas appris que les gens ont eu droit à l'escorte ou au véhicule comme lui il en avait. Vraiment, les gens qui sont ministres à titre personnel. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je dis, allez chez eux tous les matins. Vous allez voir la clique des membres des gens du village qui viennent des avantages. J'ai déjà vu, il y a eu beaucoup de ministres de mon village qui ont été nommés. Et je n'ai pas appris qu'une seule personne au village avait c'est peut-être une exception. Avait une maison parce que du fait du ministre. Mais s'il n'a pas une maison, il a autre chose. Je ne sais pas si c'est donner une maison qui montre qu'on a donné quelque chose. Il a posé la question sur l'aspect économique. En termes de... Je ne pense pas que le nombre de ministres, c'est le nombre de ministres qui fait perdre le plus d'argent au Cameroun. Parce que le salaire d'un secrétaire d'État, ça n'atteint pas ce qu'un préposé des impôts, quelqu'un prend par mois. Donc ce n'est pas là où l'argent part. Si on veut lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite dans ce pays, on peut lutter largement. Et ce n'est pas parce qu'il y a, même si on met 100 secrétaires d'État à 450 000 francs par mois, ça ne prend pas encore l'argent du pays. Mais tout le monde sait où est-ce qu'on prend l'argent du pays. Maintenant, je crois qu'il y avait des défis urgents. On a parlé des matières sécuritaires. Quel est le souhait qui serait le mien en tant que citoyen du Oui, rapidement maintenant, puisqu'on qu'est-ce que les Camerounais peuvent attendre de ce gouvernement? Je crois que, notamment ceux qui se battent chaque jour pour que nous soyons en sécurité chez nous, les Camerounais, les citoyens s'attendent à ce que ceux-là qui sont chargés d'assurer leur sécurité aient la quiétude nécessaire pour faire leur travail. À savoir que si on a cotisé des plantains et des macabos pour donner aux militaires au front, que ça n'aille pas dans la maison d'un colonel ou d'un lieutenant-colonel, que ça aille effectivement sur le front. C'est-à-dire que qu'on dise que s'il y a 100 francs pour un militaire qui est au fond au Cameroun ou en RCA ou ailleurs,
que cet agent-là aille effectivement chez lui et que l'agent de l'ONU ne soit plus viré dans le compte personnel d'un responsable du ministère de la Défense, comme ça a été le cas récemment. Il faut que celui qui vient à la sécurité, ou ceux qui sont à la sécurité, continuent de s'assurer que l'art de la guerre est du ressort exclusif des militaires ou des responsables de la sécurité et non le ressort Merci des administratifs. Denis Kwebo. Un dernier tour de table, docteur. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement? Vous savez, ce réaménagement permet de faire une triple lecture. Oui. Il s'agit d'un gouvernement d'abord sanction. Ça veut dire que ceux qui désormais feront preuve d'indiscipline seront sanctionnés. Il s'agit d'un gouvernement action. Parce qu'en infiltrant, en injectant de nouvelles personnes, le président de la République veut booster l'image, ou du moins veut atteindre les résultats escomptés, puisque tout à l'heure on développait le fait de ce qu'il a déploré l'inertie et il n'a pas réagi. Donc, en s'appropriant de nouvelles personnes, il y aura justement de nouveaux objectifs. Et il s'agit également d'un gouvernement élection, parce que tous ceux qui ont perdu les élections dans leur localité ont été évincés. Donc moi, je pense pour ma part que j'ai beaucoup d'espoir pour le nouveau gouvernement. Espérons les juger au pied du mur. Alors, M. Jean-Robert Wafo, rapidement également. Non, mais il n'y a rien à attendre de ce nouveau gouvernement. Je l'ai dit tantôt que les nouveaux ont été cooptés pour échouer, tout comme les anciens. Il n'y aura pas d'amélioration sensible, n'est-ce pas, dans le quotidien des Camerounais. Voyez-vous, le SMIC ne va pas augmenter. Le SMIC est de 28 200 francs actuellement sur le même ministre du Travail qui est là depuis des années. Au niveau, n'est-ce pas, de l'emploi, il n'y a rien à attendre. Au niveau de l'amélioration, n'est-ce pas, des conditions de vie des Camerounais, bon, il est clair que nous aurons toujours un taux de pauvreté de 40%, ce qui signifie que plus de 80, ça ira même croissant, ce signifie que 8 millions de Camerounais vivent avec moins de 500 francs par jour. L'amélioration des statuts, je veux dire des conditions de vie des étudiants et même des enseignants, je ne crois pas que ça va changer. Parce que c'est le même ministre qui est là. Donc, bon, voilà. Donc, tout ce qui touche au quotidien des Camerounais, c'est clair que ça ne changera pas l'eau et l'électricité. C'est le même ministre qui est là. Les prix seront pareils. Nathanaël, rapidement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce gouvernement? Rapidement. Véritablement, on ne peut rien attendre, mais je crois que mon souhait et mon espoir, c'est que les ministres camerounais finissent par prendre leurs fonctions, poser des actes forts, parce qu'ils sont des membres du gouvernement et on les juge au bilan personnel. Donc que les gens cessent de dire sur instruction du chef de l'État ou alors attendre que le chef de l'État ou une autre sous instruction du chef de l'État vienne pour qu'il travaille. Il y a des gens qui doivent travailler. J'ai vu ici que quand le président de la République avait dit dans un discours à la nation que le gouvernement a échoué, chaque ministre on a donné les feuilles de route, chaque ministre avait peur du remaniement et j'avais entendu les permis à fond. Chaque ministère avait posé, même le ministre de la famille avait mis un projet en place. Tous ces projets-là, aucun n'a été implémenté. Merci. Je crois qu'il y a plein de projets qu'il faut implémenter et que les ministres n'ont pas besoin d'attendre parce que nous les jugeons au pied du mur. Merci monsieur, merci messieurs d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous, bon rétablissement à vous d'Ora et Bois. Merci.